la deuxième présentation. Est-ce que vous m'entendez déjà? Vous m'entendez? Très bien. Donc, on va commencer. La deuxième présentation, là, c'est d'ordre pratique. Tout à l'heure, c'était d'ordre législatif et c'était pour vous déterminer que vous avez des droits. Mais également, à côté des droits, il faut des moyens de prévention. C'est une éducation personnelle. Portez vos gants, portez la blouse, nettoyez votre paillasse. C'est votre travail parce que vous allez risquer votre vie à cause d'une négligence. Vous allez me dire, ah, c'est pas moi qui va nettoyer ça, c'est l'autre, c'est la femme de ménage, c'est pas moi, c'est etc. D'accord? Vous allez jeter une aiguille par inadvertance au niveau d'un sac poubelle. Pourquoi? Vous allez contaminer la femme de ménage. D'accord? Donc, il faut travailler dans des conditions pratiques d'hygiène et de sécurité. D'accord? Une sécurité pour vous et pour vos collègues. D'accord? Tout le personnel de santé est concerné. Maintenant, on va parler de la biochimie des différents milieux biologiques. Donc, comme vous le savez, il existe plusieurs milieux biologiques. Qu'est-ce qu'on va faire dans un laboratoire de biochimie pour ces différents milieux biologiques qui arrivent dans un laboratoire de biochimie? Donc, on va commencer. Donc, pour effectuer les analyses biochimiques, il est nécessaire que le laboratoire reçoive un échantillon correct. Vous allez demander un bilan biochimique. Le laboratoire de biochimie doit recevoir l'échantillon correct pour l'examen demandé. Et il doit recevoir également les informations nécessaires afin que le résultat soit renvoyé au médecin demandeur dans les plus brefs délais. C'est-à-dire que le médecin, sur l'ordonnance, il doit noter si c'est urgent, si c'est un post-op, si c'est un pré-op, d'accord? Il doit mentionner les informations nécessaires à votre patient. Donc, différents échantillons peuvent arriver au niveau d'un laboratoire. Donc, les différents échantillons sont utilisés pour les analyses biochimiques et la majorité des examens sont effectués sur du sérum ou du plasma. D'accord? C'est quoi sérum? C'est quoi plasma? Donc, le sérum, lorsque vous faites un prélèvement sur un tube sec et lorsque vous faites le phénomène de centrifugation, on appelle le surnageant sérum. Et si vous avez un tube avec un anticoagulant, par exemple le plus utilisé dans le laboratoire de biochimie, c'est le tube avec héparine. Lorsque vous allez centrifuger, vous allez récupérer du plasma. D'accord? Donc le sérum, il y a un phénomène de coagulation dans le tube sec. Et dans le tube avec anticoagulant, il n'y a pas de phénomène de coagulation. Donc, les analyses biochimiques effectuées dans les différents milieux biologiques. Donc, les différents prélèvements. On peut avoir un prélèvement sanguin, on peut avoir un prélèvement urinaire, on peut avoir le liquide céphalorachidien, le LCR, on peut avoir d'autres liquides, pleural, acide, articulaire, intestinal, des kystes, d'accord? On peut recevoir un tissu, bien des cellules. On peut recevoir également des calculs rénaux. Donc, on va voir pour chaque milieu biologique, qu'est-ce qu'on va faire. D'accord? Donc, pour les prélèvements sanguins, nous avons trois types. Le prélèvement sanguin veineux, le prélèvement sanguin artériel et le prélèvement sanguin capillaire. D'accord? Donc, on va voir pour chaque prélèvement comment il se fait, dans quel tube il se fait et quels sont les examens qu'on peut faire. Donc, on va commencer par le sang veineux. Donc, le prélèvement est effectué de préférence à jeun pour la plupart des examens biochimiques et toujours à la même heure. En général, on choisit le matin. Donc, le jeûne, c'est entre 8 à 12 heures. Généralement, c'est largement suffisant, 8 heures. Le prélèvement doit être pratiqué sur un sujet qui est au repos. Il n'y a pas d'activité physique, pas d'activité musculaire
et éviter surtout le stress parce que ça peut influencer sur le bilan hormonal, surtout le cortisol. Donc, où va se faire le prélèvement? Donc, comme vous voyez ici sur les 3 figures, vous avez le lieu de ponction veineuse. Donc, les veines du pli du coude au niveau du bras. Vous voyez, donc au niveau de ces petites vénules, au niveau de ces veines, c'est le lieu privilégié. Donc, on va placer ici un garrot à 10 cm de la veine qu'on va piquer, du pli du coude, et il va piquer à ce niveau-là. On va choisir celle qui a un gros diamètre et peu énervé. C'est-à-dire, je ne vais pas faire le prélèvement à ce niveau-là ou à ce niveau-là, à ce niveau-là. Donc, je vais choisir là où il y a une ligne droite. D'accord? D'accord? Ici, je ne vais pas choisir la fonction à ce niveau-là. On peut faire également le prélèvement, donc s'il y a des personnes qui sont difficiles à piquer, vous n'arrivez pas à visualiser les veines au niveau du pli du coude, donc vous allez voir donc, les veines au niveau du dos de la main. Donc vous allez voir au niveau du dos de la main, les veines au niveau du dos de la main. Le prélèvement ici, c'est un prélèvement qui est superficiel, donc vous n'allez pas plonger votre aiguille, vous allez la mettre perpendiculaire, d'accord? Pardon, vous allez la mettre en parallèle. Donc le prélèvement, il est superficiel et il est douloureux pour le patient. Vous avez également, si vous ne trouvez pas ou si vous avez un patient qui a les, pardon, pour les grands brûlés par exemple, vous allez faire le prélèvement au niveau de la région malléolaire, c'est-à-dire à ce niveau-là, au niveau des artères, au niveau du pied. Donc, pardon, pas au niveau des artères, au niveau des veines du pied. C'est un prélèvement qui est peu confortable et exceptionnel, vraiment exceptionnel. Donc, il faut respecter des conditions. Donc, les conditions de prélèvement. Donc, si il y a un ordre dans le prélèvement. Donc, il faut commencer toujours, si vous avez une hémoculture, il faut toujours commencer par les flacons d'hémoculture. Vous avez toujours 2 flacons d'hémoculture, l'aérobie et l'anaérobie. La recherche des germes aérobiques et la recherche des germes anaérobiques. Puis, je vais faire le tube citraté qui est dirigé donc pour l'hémostase. Vous allez après faire le tube sec, puis le tube avec héparine, le tube avec EDTA, le tube à fluorure si vous explorez donc la glycémie, et vous avez le tube citraté si vous avez besoin d'une VS en dernier parce que vous allez enlever le garrot et vous allez faire votre prélèvement sur un tube citraté. D'accord? Donc, il faudra respecter l'ordre de prélèvement de vos tubes. Je commence toujours par l'hémoculture si j'ai une hémoculture. Maintenant, si j'ai un patient, un externe qui vous demande un prélèvement, je vais voir son ordonnance. Donc, s'il y a un bilan d'hémostase, quand je parle de bilan d'hémostase, ça veut dire le TP et TCK. Donc, si vous avez hémostase, vous allez toujours commencer par le tube citraté. Puis, vous allez utiliser un tube sec, puis un tube avec héparine, puis un tube avec EDTA. Le tube fluorure, c'est lorsque vous allez par exemple faire un prélèvement d'un patient, on va dire par exemple à Oran, et vous allez transporter ce prélèvement vers Alger pour l'exploration de la glycémie. Vous savez que pour la glycémie, il faut centrifuger dans les maximum 2 heures qui suivent votre prélèvement. Donc, si vous tardez, il va y avoir une consommation de la glycémie par les globules rouges et vous allez avoir une hypoglycémie fausse. Donc, pourquoi maintenant cet ordre au niveau des tubes? Donc, au niveau des tubes, il y a un phénomène de contamination de l'anticoagulant. Si vous faites un prélèvement avec une épicrânienne, ça veut dire que le bout de votre épicrânienne est déposé sur votre tube. Si je commence par le tube citraté, le citrate, si je commence par exemple par le tube EDTA, l'EDTA il y a de petites gouttelettes qui peuvent complexer les ions, il peut complexer le calcium.
D'accord? Donc, qu'est-ce que vous allez complexer le calcium? Vous allez avoir une augmentation de la une diminution, pardon, de la concentration de calcium dans votre tube. Si le tube dans votre sérum, si le deuxième tube, c'est un tube hépariné. D'accord? Donc, il y a un ordre d'enchaînement au niveau du prélèvement. Toujours le tube citraté, après c'est le tube sec, après c'est le tube avec héparine et le tube avec EDTA. L'EDTA, c'est le dernier. Maintenant, si vous avez une VS, une vitesse de sédimentation, il faudra donc un autre tube. Il faudra, c'est au moment où vous allez enlever, vous avez enlevé votre garrot et vous allez faire donc la VS. Un deuxième tube sec. Donc, qu'est-ce qu'il faudra respecter également lorsque vous faites un prélèvement sanguin? C'est respecter le volume, d'accord? Le volume de remplissage, il doit être correct, d'accord? Parce que à l'intérieur de votre tube, il y a un anticoagulant. Il faudra respecter le volume anticoagulant et sang, d'accord? Donc, par exemple, pour l'hémostase, si vous allez donner à un laboratoire d'hématologie pour TP-TCK et vous avez votre tube citraté qui est à moitié rempli, il a le droit de le refuser. D'accord? Il faut le refuser. Donc maintenant, il faut également effectuer un mouvement de retournement et non pas un mouvement d'agitation. Un mouvement de retournement, c'est faire un retournement pendant 10 retournements, doucement et sans agitation. Si vous faites une agitation, vous allez éclater le globule rouge. Vous allez avoir du sérum ou du plasma qui est hémolysé et l'hémolyse va fausser la plupart de vos résultats. Donc, vous avez fait un prélèvement sanguin, vous avez bien choisi la veine, soit au pied du coude, soit au niveau de l'avant-bras. Vous avez donc respecté les moyens, les tubes de prélèvement, citraté, tube sec, hépariné, tube TDA et un autre tube citraté pour la VS. Maintenant, pour ce prélèvement sanguin, donc pour le sérum ou le plasma, la plupart des examens biochimiques sont effectués sur sérum ou du plasma, c'est-à-dire soit vous prélevez sur un tube sec, soit vous prélevez sur un tube hépariné. Donc on peut tout faire. Donc vous avez le bilan glucidique pour la glycémie. Par contre, pour l'hémoglobine glyquée, vous allez le faire sur un prélèvement EDTA. Vous avez le bilan lipidique, le bilan rénal, phosphocalcique, hépatique, les marqueurs cardiaques, les marqueurs tumoraux, protéines albumines, la LDH, l'acide urique, l'amylase, la lipase, le bilan thyroïdien, le bilan de fertilité et le différent bilan hormonal, l'AGH, l'IGF-1, le cortisol, etc. D'accord? La plupart des examens se font sur un prélèvement sanguin. Maintenant, on passe au prélèvement artériel, d'accord? Le son artériel. Il est utilisé surtout pour la gazométrie. Lorsqu'on vous demande de faire une gazométrie, si l'infirmier, le médecin lui demande de faire un prélèvement pour une gazométrie qui doit acheminer rapidement au niveau du laboratoire. Là, il doit faire un prélèvement, ce n'est pas un prélèvement veineux, c'est un prélèvement artériel. Donc, il est utilisé surtout pour la gazométrie. Utiliser une seringue, c'est une seringue adaptée pour la gazométrie, c'est une seringue héparinée directement où vous allez faire en même temps le prélèvement et vous allez acheminer la seringue directement au laboratoire. Donc, la ponction artérielle est effectuée au niveau des artères radiales, humorales, voire fémorales. D'accord? Au niveau de l'artère radiale, humorale ou fémorale. Il est essentiel de veiller à l'étanchéité de la seringue. La seringue doit être étanche de la seringue en évitant toute contamination par les bulles d'air et de la purger afin d'éliminer l'excès. Donc, comment on va faire ici? On doit toujours préparer avant de faire le prélèvement, préparer le plateau pour les prélèvements, c'est-à-dire je prépare l'aiguille, je prépare les pansements, je prépare donc l'antiseptique. Puis, je vais réaliser le test d'Alain. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est un prélèvement artériel, c'est-à-dire je dois rechercher l'artère. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le bras du patient et je vais rechercher l'artère qui est localisée ici en mesurant donc, le pouls radial.
Donc, je vais rechercher le pouls radial et à ce niveau-là, donc grâce donc, aux deux doigts, et je vais rechercher là où j'ai du pouls. Ça veut dire que je suis donc à côté de, je suis au niveau de l'artère radiale. Donc, je vais exercer l'asepsie de la zone à fonctionner. Le pouls radial est palpé, donc je palpe, donc je laisse mon bras sur l'artère radiale et avec l'autre main, je fais le prélèvement. Donc, une fois le prélèvement réalisé, j'enlève donc l'aiguille délicatement et je fais un mouvement de compression. Je vais comprimer cette artère radiale pour éviter donc une projection de sang. La compression du point de ponction est maintenue pendant 5 minutes. Donc, je laisse mon doigt comprimer donc, cette artère pendant au moins 5 minutes. Après, je vais réaliser un pansement compressif. Je ne fais pas un mouvement circulaire du pansement, mais je vais comprimer en X. D'accord? C'est un pansement qui est compressif et non pas un simple pansement. Donc, c'est un pansement compressif non circulaire et mis en place en relais pendant 15 minutes. Donc, je laisse déjà ma main, sur l'artère pendant 5 minutes et je rajoute pendant au moins 10 minutes et je garde le patient en observation. Donc, la gazométrie, c'est quoi? C'est la recherche du pH sanguin, de la pression en CO2, de la pression en oxygène, de la saturation en oxygène, de la concentration en HCO3-. Donc, ici, donc, je vous ai donné les valeurs normales d'une gazométrie. Donc là, c'est pour décrire est-ce que vous êtes devant une acidose métabolique, une acidose respiratoire, une alcalose métabolique, une alcalose respiratoire. C'est pour ça qu'on fait donc cette gazométrie. Donc, on a parlé du prélèvement sanguin. On a dit que la plupart de la biochimie, la majorité des examens biochimiques se font sur un prélèvement sanguin. Après, donc on a parlé du prélèvement artériel. Il est destiné surtout pour la gazométrie qui se fait au niveau de l'artère radiale avec une seringue adaptée pour la gazométrie et que se fait avec une asepsie rigoureuse. Maintenant, on passe au sang capillaire. Il faut savoir que le sang veineux, il est riche en CO2. Le sang artériel, il est riche en oxygène. Donc, les recommandations, c'est l'impossibilité de faire un prélèvement, les recommandations pour faire un prélèvement de sang veineux, pour faire un prélèvement de sang capillaire, lorsque vous êtes devant une impossibilité de faire un prélèvement veineux. Chez qui? Chez des bébés naissants, limite de volume, donc je ne peux pas obtenir une grande quantité. Pour les patients en détresse respiratoire, pour les patients en état de choc, pour les patients avec le BiPAP, qui est donc la pression positive des voies aériennes à 2 niveaux. C'est un traitement qui est utilisé dans le cadre de l'apnée de sommeil. Donc, c'est un appareil qui est placé pour assurer un système d'aération des voies aériennes. D'accord? Donc, devant l'impossibilité de réaliser un prélèvement veineux, parce que généralement, c'est le prélèvement veineux. Si vous êtes devant l'impossibilité de réaliser un prélèvement veineux chez des bébés, chez des patients en détresse, en choc, avec un appareil de traitement de sommeil, donc vous allez faire un prélèvement capillaire. D'accord? Le prélèvement capillaire, il est contre-indiqué et d'éviter de ponctionner un doigt du même côté d'une mastectomie. C'est-à-dire que vous avez une patiente qui a fait donc une chirurgie, c'est-à-dire qu'elle a enlevé un sein, si elle a un cancer du sein. Donc la mastectomie, c'est une chirurgie qui permet donc d'enlever la tumeur. Donc, il ne faut pas prélever du côté où il y a eu mastectomie, c'est-à-dire si elle a enlevé le sein droit, il ne faudra pas faire le prélèvement au niveau du doigt du côté droit. D'accord? Les extrémités cyanosées, si vous avez déjà une extrémité qui est toute bleue, vous n'allez pas faire le prélèvement à ce niveau-là. Si vous avez un processus odémateux, si les doigts, il y a un odème, il faut
ou bien froide, en présence d'un hématome ou d'une infection capillaire au niveau du pouce, l'index et l'auriculaire. Les doigts du nouveau-né ou des bébés pesant moins de 9 kg, on ne fait pas un prélèvement capillaire au niveau des doigts pour un nouveau-né inférieur à 9 kg. Près de l'ongle, donc je ne le fais pas à ce niveau-là, je le fais ici, donc on va le voir par la suite. Ne jamais utiliser de lame bistouri, c'est-à-dire je ne vais pas couper mon doigt. Il n'est pas recommandé de faire le prélèvement sur le lobe de l'oreille ou l'orteil. Ce type de prélèvement est réservé au dernier recours. D'accord? Donc, il est contre-indiqué de faire un prélèvement capillaire. Chez qui? Au niveau du doigt d'une patiente d'une. D'accord? C'est une infection au niveau de ce doigt. On ne le fait pas au niveau du pouce de l'index, inférieur à 9 kg. On ne le fait pas près de l'ongle et coupure à l'aide d'un bistouri. Ça va être une petite ponction. Il n'est pas recommandé de faire le prélèvement sur le lobe de l'oreille, sauf dans les cas extrêmes. Donc, continue, pardon. Donc, je vais choisir. Maintenant, si j'ai un nouveau-né, j'ai dit tout à l'heure qu'on ne peut pas faire un prélèvement capillaire au niveau des doigts des petits bébés qui pèsent moins de 9 kg. Alors, on va faire le prélèvement où? Donc, on va faire le prélèvement au niveau de la partie médiale de la surface plantaire du talon, à la partie latérale. La partie médiale, je suis à ce niveau-là, et la partie latérale, c'est là. D'accord? Donc, la partie médiale de la surface plantaire du talon, à l'extérieur d'une ligne imaginaire qui va du milieu du gros orteil au talon. Donc, c'est une ligne imaginaire que vous allez tracer en voyant donc le pied du bébé. Vous allez tracer du milieu du gros orteil jusqu'au talon. Et c'est à ce niveau-là que vous pouvez faire le prélèvement. Ou bien, la partie latérale à l'extérieur, c'est ici, d'accord? À l'extérieur, c'est une ligne imaginaire entre le quatrième et cinquième orteil, et vous allez tracer votre droite, et c'est à ce niveau-là que vous pouvez faire le prélèvement. Chez l'adulte, donc nous avons dit on va faire le prélèvement au niveau du pouce et l'index. On préfère faire le prélèvement au niveau de la troisième phalange. Sur la partie centrale, ici, d'accord? Sur la partie centrale et légèrement sur le côté de la surface palmaire de la troisième phalange d'un doigt par incision perpendiculaire aux rainures des empreintes digitales. L'utilisation maintenant de ce sang capillaire, il est utilisé dans quel cadre? Il est utilisé pour la surveillance de la glycémie par des appareils qu'on appelle le glucomètre. Donc, on va appliquer l'échantillon sanguin au bout de la bandelette test pour mesurer la glycémie chez les diabétiques, donc lorsqu'ils font leur surveillance glycémique. Ne jamais ajouter du sang, par contre. Donc, par exemple, vous faites piquer, vous avez rempli votre bandelette, la bandelette n'est pas bien imbibée, vous allez rajouter encore du sang. Non, d'accord? Il faudra complètement changer la bandelette et refaire le prélèvement. Le dépistage également, dépistage néonatal. Donc, il faudra imbiber du sang chacun des cercles du papier buvard. Donc, ça, c'est un papier buvard dans lequel vous avez ces petits cercles. Vous voyez ici les cercles. Donc, vous allez faire le prélèvement comme on vient de voir tout à l'heure, soit du côté antérieur, soit du côté latéral. Et vous allez faire le prélèvement au niveau du talon du bébé. Et vous allez recueillir les gouttes de sang sur ce papier buvard. D'accord? Vous voyez ici, c'est coloré en rouge, c'est le sang. De votre remplir et faire en sorte que vous faites couler donc le sang au niveau de ce cercle. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser sécher ce papier buvard
et on va l'acheminer au laboratoire. Donc, au niveau du laboratoire, donc, si il faudra l'envoyer à l'étranger, on va le mettre dans une enveloppe et envoyer donc, par voie postale, soit vous allez l'acheminer dans une enveloppe également dans un laboratoire, dans le laboratoire d'analyse. Il sert à quoi ce papier buvard? Donc, c'est pour le dépistage néonatal. Néonatale de certaines pathologies telles que l'hypothyroïdie congénitale et la PCU, qui est donc la phénylcétonurie. Les facteurs influençant donc l'échantillon, c'est l'hémolyse. Lorsque vous utilisez donc des résidus d'alcool au niveau de la ponction, donc généralement, vous voyez donc les patients qui font une surveillance glycémique, ils ramènent donc un coton d'alcool, ils le mettent après directement, donc ils ne laissent pas sécher. Il faut laisser sécher l'alcool. Donc, s'il ne laisse pas sécher, donc ça va fausser les résultats. Également, la quantité insuffisante au niveau capillaire. Et le délai de transport, donc transporter les capillaires d'un laboratoire à un autre, un prélèvement capillaire, c'est très délicat. Et la température de transport également. Et la lumière. Donc, la lumière du jour détruit la bilirubine si, par exemple, vous allez faire le dosage de la bilirubine par un prélèvement capillaire. Donc, on a terminé par le prélèvement sanguin. Donc, il faudra retenir que dans un laboratoire, je peux recevoir un prélèvement veineux, un prélèvement capillaire ou un prélèvement artériel. J'ai 3 types de prélèvements sanguins que je peux recevoir. Maintenant, vous avez également le prélèvement urinaire. Le prélèvement urinaire, on recueille généralement, c'est les urines de 24 heures. Elles sont recueillies dans un flacon propre de 2 litres. Le recueil doit porter sur la totalité des mictions des 24 heures, car la concentration varie au cours du nictémère. D'accord? Donc, il faut recueillir les urines de 24 heures. Il faut le recueillir toutes les urines de 24 heures et dans un récipient qui soit propre. Un récipient propre. Généralement, on recommande d'utiliser les bouteilles d'eau minérale. D'accord? Les bouteilles d'eau minérale, on ne met pas à l'intérieur de l'eau javel et je dis je suis en train de la désinfecter. D'accord? Une bouteille d'eau minérale, je jette l'eau ou je bois l'eau, d'accord? Donc, on va enlever l'eau qu'il y a dans la bouteille d'eau minérale et j'alicote ou je récolte les urines à l'intérieur. Je ne rajoute rien du tout à la bouteille, d'accord? Donc, on voit dans les laboratoires, on reçoit généralement des bouteilles de jus, des bouteilles de soda, d'accord? Aucune bouteille n'est acceptée. Toutes les autres bouteilles sont refusées, sauf les bouteilles d'eau minérale. Mais il faut que le patient sache qu'il ne faut pas la laver avec de l'eau javelisée ou bien un autre détergent. D'accord? On n'utilise aucun détergent parce qu'il reste des gouttes de ce détergent qui vont fausser vos résultats. À une heure déterminée, donc comment on va faire ces urines de 24 heures, il faudra expliquer à votre patient. Par exemple, on va lui dire, par exemple, à 8 heures, vous allez vous lever à 8 heures, il faut vider la vessie dans les toilettes. À partir de cet instant, recueillir toutes les mictions dans le flacon destinées à cet effet jusqu'au lendemain, y compris celle de 8 heures. D'accord? Qui commence à 8 heures, il va vider la vessie et à partir de là, à chaque fois qu'il rentre aux toilettes, il va remplir ce récipient jusqu'au lendemain et le lendemain, il va mettre les urines de 8 heures. D'accord? Parce que c'est les urines de la nuit. Apporter au laboratoire les urines de 24 heures, on doit bien sûr homogénéiser les urines et déterminer le volume ou la durée de ces urines de 24 heures. Donc, dans les cas particuliers, lorsque le recueil des urines chez les patients sondés à demeure, il ne faut jamais prélever dans les sacs collecteurs parce qu'il y a une pollution microbienne et déconnecter la sonde du sac collecteur. Le recueil s'effectue par ponction sur le site spécifique du dispositif de sonde après désinfection soigneuse et clampage de la tubulure. Donc, on va faire une désinfection de la tubulure, puis on va récolter les urines pour les patients
qui sont sondés. Donc, on va récupérer la poche. Quels sont les paramètres qu'on va utiliser sur les urines? Donc, les paramètres qu'on va utiliser, rechercher sur les urines, premièrement, c'est la bandelette urinaire. Donc, on fait une bandelette. Qu'est-ce qu'elle va nous rechercher, cette bandelette? Donc, vous avez différentes firmes de bandelettes urinaires. Il y a celles qui déterminent uniquement 5 à 6 paramètres, mais il y a d'autres qui peuvent aller jusqu'à 15 paramètres. Donc, pour la chimie des urines, elle va vous déterminer, vous voyez ici, il y a donc, et à chaque fois qu'il y a donc le virage d'une couleur, ça signifie la présence du paramètre qui est noté sur le côté latéral. Par exemple, ici, vous avez le pH, là, vous avez les globules rouges de sang, vous avez ici la bilirubine, l'acétone, la densité, etc. D'accord? Donc, on peut faire sur le prélèvement urinaire la recherche de la protéinurie de 24 heures, la recherche de la microalbuminurie qui est un paramètre de surveillance des diabétiques et des hypertendus, le dosage de certains médicaments ou de drogues en toxicologie, le dosage des porphyrines dans les maladies porphyriques, le dosage des catécholamines. Vous avez également la détermination de la clairance à la créatinine et à l'urée, la détermination de la calciurie et la phosphaturie, dans la détermination donc, des maladies avec perturbation du bilan phosphocalcique. Vous avez également l'ionogramme urinaire et la recherche des acides alpha-cétoniques dans le dépistage des aminoacidopathies. Comme vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire pour les urines. Il n'y a pas uniquement cette chimie des urines. Donc, nous, dans un laboratoire, on pense directement que pour les urines, je vais prendre la bandelette, la tremper à l'intérieur et je rends les résultats. Il y a une panoplie de paramètres que j'ai au niveau des urines et qui ont un intérêt clinique. Donc, on a terminé par les urines. Un autre prélèvement qu'on reçoit souvent dans un laboratoire, c'est le LCR. C'est quoi ce LCR? C'est le liquide céphalo-rachidien. On peut l'appeler également le liquide cérébrospinal. C'est un liquide biologique qui est transparent dans lequel baigne le cerveau et la moelle. Le LCR est synthétisé au niveau du plexus choroïde. Sa quantité, c'est entre 120 et 140 millilitres chez l'homme. Donc, vous voyez ici, vous avez ici le LCR et vous avez ici le cerveau et les méninges. D'accord? Là, vous avez en bleu votre LCR dans lequel qui est synthétisé au niveau du plexus choroïde. Donc, quel est le rôle de ce LCR? C'est la protection du cerveau des différents déchets cérébraux. D'accord? Donc, vous avez ici le cerveau. Le LCR, il est là. Il est là pour protéger votre cerveau. D'accord? C'est un transporteur de signaux chimiques dans le cerveau et dans son implication dans la communication intracérébrale. Il joue également un rôle de maintien mécanique, d'amortisseur d'une certaine pression. Le LCR doit fournir physico-chimie, tenir sa fonction et son efficacité. Il sert à mesurer le tissu nerveux. Donc, composition LCR, vous voyez ici la composition du plasma et là, vous avez la composition de votre LCR. Donc, la composition du liquide céphalorachidien, elle est proche de celle du plasma. Maintenant, avec certaines différences. Donc, le pH, il est acide au niveau du LCR. Donc, on va rechercher ici le pH. Vous voyez ici, le pH est 7,4 au niveau du plasma. Il est à 7,30 au niveau du LCR. Ça veut dire qu'il est plus acide au niveau du LCR. Les concentrations de protéines, glucose, potassium sont plus basses dans le LCR. Donc, vous avez les protéines, le glucose et le potassium. Les valeurs, elles sont plus basses au niveau du LCR, alors que la concentration en chlore, elle est élevée. Donc, le chlore, il est
en concentration plus élevée au niveau du LCR, contraire à d'autres ions. Les HCO3- est le principal tampon au niveau du LCR et la concentration en calcium est pratiquement la même. Donc, l'intérêt maintenant de cette ponction. Donc, pourquoi on fait cette ponction, ce prélèvement du liquide céphalo-rachidien et dire que c'est un prélèvement invasif pour le patient? C'est pour la recherche des maladies infectieuses, notamment la méningite, la recherche de cancers également, de maladies neurologiques et d'une inflammation du système nerveux. Donc, où se fait le prélèvement? Donc, le prélèvement va se faire à ce niveau, au niveau de la L4 et au niveau de la L5. Après, bien sûr, une désinfection locale. Le patient va rester allongé sur le côté, en position fœtale, et le médecin va faire le prélèvement à ce niveau-là. Vous voyez ici, au niveau de la L4 et la L5, où va se faire le prélèvement au niveau de l'espace arachnoïde. C'est là où va circuler votre LCR. Donc, on fait le prélèvement ici, vous voyez, c'est le prélèvement au niveau de la L4 et de la L5. On peut faire également le prélèvement à ce niveau-là ou bien directement au niveau ventriculaire. Donc, lorsqu'on va faire le prélèvement du LCR, il est destiné à faire un prélèvement sur 3 tubes pour trois laboratoires, destinés à 3 laboratoires. Donc, vous avez le laboratoire de cytologie, de bactériologie et de biochimie qui sont concernés par le LCR. Donc, au niveau cytologique, c'est à la recherche de cellules, en particulier les globules blancs. Il est retrouvé moins de 6 leucocytes par millimètre cube de liquide. D'accord ? Pour l'analyse bactériologique, c'est la mise en culture pour identifier la présence d'éventuels germes. Lorsque vous avez une méningite tuberculeuse, vous allez retrouver du bacille de Koch ou bien la maladie du sommeil. Il faut examiner à l'état frais la présence de trypanosomes. Pour l'analyse biochimique, on va le voir par la suite, la panoplie des examens qu'on peut réaliser. Vous avez le glucose, protéines, le chlorure, le lactate, et même l'électrophorèse des protéines, on va le voir par la suite. Donc, pour la biochimie, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, pour la biochimie, vous avez fait votre prélèvement LCR. On va commencer premièrement par l'examen macroscopique. L'examen macroscopique, c'est vous allez voir l'aspect de votre l'aspect. Donc, normalement, il est limpide, cristallin, transparent ou rouge. Il peut être clair dans des affections chroniques, la polymyélite, l'encéphalite, méningite lymphocytaire et méningite tuberculeuse. Donc, ça ne veut pas dire que si vous avez un LCR qui est clair, vous allez dire « Ah, c'est bon, ce patient, il n'a pas de méningite. » D'accord? C'est faux. Vous pouvez avoir également un aspect trouble dans les méningites purulentes. Donc, vous avez ici les différents aspects qu'on peut voir. Là, c'est l'aspect normal d'un LCR. C'est l'aspect de l'eau de roche. Donc là, le LCR normal, il est incolore. Vous voyez ici, donc il est incolore. On peut avoir donc un LCR qui est hémorragique, comme vous voyez ici sur la figure. Hémorragique, donc à l'intérieur du système. Donc cette hémorragie, elle peut être soit à l'intérieur du système nerveux ou bien qui est donc une hémorragie qui a été entraînée par la ponction elle-même. Donc il faudra vérifier la disparition donc, de cette coloration rouge après, donc, au niveau des 3 tubes. On peut observer également une coloration xanthochromique jaune citrin, comme vous voyez ici sur la deuxième présentation, jaune citrin, qui est due à l'altération de l'hémoglobine qui s'est écoulée dans le LCR, ou bien vous avez un ictère bilirubinémique. On peut observer également un LCR graisseux lorsque le patient a été en présence donc de produits de contraste huileux. Noirâtre, pardon, c'est une pathologie mélanique, mais donc c'est très rare de retrouver un LCR de couleur noire. Donc, la première chose à faire lorsque vous avez un prélèvement de LCR, c'est de le regarder. D'accord? La première chose à faire, de le regarder. Donc, je vais voir sa couleur. Est-ce qu'il est incolore eau de roche, ou bien il est xanthochromique citrin, ou bien il est graisseux,
ou brun noirâtre. D'accord? Je dois mentionner en commentaire que le LCR, la couleur du LCR doit être mentionnée dans votre compte rendu. L'examen qu'on va réaliser donc pour le LCR, premièrement, c'est la glycorachie, c'est-à-dire le dosage du glucose au niveau du LCR. Donc, il n'existe pas cependant d'intervalle pour le LCR, la concentration normale de la glycorachie. Il n'y a pas de valeur normale, on va dire, mais c'est environ entre 60 à 70% de la glycémie sanguine. Elle varie entre 0,5 à 0,80 grammes par litre. Donc, sa variation, elle varie avec la glycémie. Par exemple, si j'ai un patient qui présente une hypoglycémie, je vais retrouver pratiquement la même chose. Vous voyez, parce que c'est un pourcentage, entre 60 à 70%. Donc, si vous avez déjà une hypoglycémie, vous allez retrouver une hypoglycorachie. Si vous avez une hyperglycémie, vous allez retrouver une hyperglucorachie. D'accord? Donc, vous avez ici une panoplie de pathologies. C'est juste pour vous déterminer, c'est juste pour vous dire que la concentration en glucose au niveau du LCR est très importante pour l'orientation diagnostique. Donc, si vous avez une hypoglycorachie avec une hypoglycémie, on peut penser à une méningite purulente, méningite tuberculeuse, une tumeur méningée. Si vous avez par contre une hyperglycémie, une hyperglycorachie, c'est dans le cas d'un diabète sucré avec une hyperglycémie, une encéphalite épidémique, ou bien des méningites cirrheuses, une hypertension endocrânienne. D'accord? Donc, la valeur de votre glycorachie est très importante. Cependant, une glycorachie normale, on peut retrouver une glycorachie normale. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de pathologie. On peut observer une glycorachie normale dans les méningites virales. Donc, le deuxième paramètre qu'on va doser au niveau du LCR, c'est les protéines. Donc, l'analyse qualitative et quantitative des protéines du LCR va nous permettre d'évaluer l'intégrité de la barrière hémato-encéphalique, de déceler une réaction immune dans le LCR, dans le système nerveux central et de déceler la présence d'une maladie dégénérative. Donc, vous avez ici le dosage des protéines. Lorsque vous allez faire le dosage des protéines, vous allez le faire par la méthode rouge de pyrogalol parce que c'est une petite quantité que vous allez doser. Ce n'est pas la même technique que vous utilisez pour le sang. Pour le sang, pour la recherche des protéines, c'est la méthode de Biuret. Là, c'est la méthode de rouge de pyrogalol, c'est-à-dire c'est la même méthode que vous utilisez pour la protéinurie. C'est la même méthode que vous allez utiliser pour la protéinorachie. D'accord? Il faut savoir que la protéinorachie du nouveau-né, ils ont des taux supérieurs à ceux des adultes. Pour le nouveau-né, elle est entre 0,5 à 1,5 grammes par litre. Et pour les adultes, elle est de 0,15 à 0,45 grammes par litre. Et comme vous voyez ici sur cette présentation, que selon le degré d'élévation de cette protéinorachie, ça va orienter votre clinicien vers une pathologie. Par exemple, si j'ai une élévation légère, on va penser à un processus inflammatoire ou bien à une polymyélite, à un zona. Si maintenant j'ai une élévation notable, on va penser à une méningite suppurée, une hémorragie cérébrale. Maintenant, si c'est très, très élevé, ça veut dire qu'il y a une obstruction de l'espace sous-arachnoïdien. Donc, ce qu'on peut faire également sur le LCR, mais qu'on ne le fait pas communément, mais vous pouvez le rencontrer dans un laboratoire, on peut vous le demander également, c'est de faire une électrophorèse du LCR. D'accord? L'électrophorèse nécessite cependant une étape de concentration de ces protéines, parce que vous voyez que la quantité, c'est entre 0,15 à 0,45 grammes par litre, c'est une petite quantité. Donc, pour faire une électrophorèse, je dois concentrer les urines. Il y a bien sûr un dispositif chromatographique qui va vous permettre de réaliser cette concentration d'urine. Le dosage des protéines totales du LCR est complété par une élévation des différentes protéines par des méthodes électrophorétiques, immunoélectrophorétiques et autres méthodes. Donc, cette électrophorèse, elle peut se faire soit
sur des bondes d'acétate de cellulose, soit sur gel de polyacrylamide. Donc, la différence entre le profil électrophorétique du LCR et celle de l'électrophorèse normale des protéines, c'est la présence de cette préalbumine qui est retrouvée à ce niveau-là. Et vous allez avoir la même chose, l'albumine, la fraction alpha 1, alpha 2, bêta 1, bêta 2 et la fraction gamma globule. Donc, il faut savoir que selon le profil électrophorétique obtenu, il va y avoir orientation diagnostique. On peut avoir un profil normal, un profil transudatif, un profil oligoclonal et un profil monoclonal. Et chaque profil va vous orienter vers une pathologie. Donc, autre liquide qu'on peut rencontrer dans un laboratoire de biochimie, vous avez le liquide synovial, le liquide d'épanchement pleural, l'acide intestinal et pseudokystique. Donc, je vais énumérer uniquement les trois principaux milieux qu'on rencontre dans un laboratoire de biochimie. C'est le liquide synovial, l'épanchement pleural et le liquide acide. On va commencer par l'épanchement pleural. Il est appelé communément la pleurésie. C'est l'accumulation anormale d'un liquide qui va s'accumuler, vous voyez ici, entre les deux plaies. Ici, vous allez avoir accumulation d'un liquide. Vous voyez ici, il est représenté en orange. Vous avez une accumulation d'un liquide qui s'est accumulé à ce niveau-là. D'accord? Donc, elle est appelée pleurésie. C'est l'accumulation anormale de liquide dans l'espace pleural entre deux feuillets pariétales et viscérales. L'épanchement peut provoquer, et ça va provoquer une gêne, une douleur, puis ça va être une difficulté respiratoire. Lorsque ce liquide est bien installé, ça va développer donc une difficulté respiratoire. C'est à partir de là que le patient va consulter. Donc, les causes de l'accumulation de ce liquide au niveau de la plèvre, c'est l'insuffisance cardiaque, une hypoalbuminémie par fuite d'albumine, une pneumonie ou bien un processus néoplasique, c'est-à-dire un cancer. Donc, le type d'épanchement pleural, vous avez deux types. On parle d'exsudat et on parle de transsudat. C'est quoi un exsudat? C'est quoi un transsudat? Un exsudat, ce sont dus à la sécrétion de liquide par la plèvre elle-même. C'est-à-dire que la plèvre, c'est elle qui est en train de libérer ce liquide en raison d'une inflammation. Vous avez une inflammation de la plèvre et la plèvre, elle est en train de faire accumuler, de sécréter ce liquide. Les causes, c'est une infection de la plèvre ou du poumon, ou bien vous avez une tumeur. Donc, la présence d'un exsudat traduit le passage de liquide à protéines à travers une membrane pleurale altérée. Ça veut dire que la membrane pleurale, je viens de dire que c'est la plèvre qui synthétise ce liquide. Et après, donc, ce liquide, il va y avoir passage du liquide de la plèvre vers, vous l'avez trouvé au niveau du LCR. Donc, ça va se retrouver au niveau du liquide qui s'est accumulé. Donc, c'est un liquide qui est riche en protéines. On l'appelle exsudat, excès de protéines. D'accord? Un exsudat, c'est un excès de protéines. Le transsudat, par contre, sont liés à une augmentation de la pression hydrostatique, une diminution de la pression oncotique. Lorsque je parle d'une diminution de la pression oncotique et l'augmentation, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de l'albumine ou bien au niveau, soit vous avez une insuffisance cardiaque, soit vous avez une insuffisance rénale. D'accord? C'est un épanchement qui est non inflammatoire. L'exsudatif, c'est un épanchement inflammatoire riche en protéines. Le transsudatif, c'est un épanchement non inflammatoire qui est dû au passage de liquide à partir d'autres tissus vers la cavité. Recording stopped. Donc, c'est un épanchement non inflammatoire dû au passage de liquide à partir d'autres tissus vers la cavité pleurale. D'accord? Donc, il y a une différence entre un épanchement exsudatif et un épanchement transsudatif. Exsudatif, c'est la plèvre qui synthétise le liquide suite à une inflammation
il est riche en protéines et transsudatif, il n'est pas inflammatoire. C'est d'autres tissus qui synthétisent et qui libèrent donc ce liquide au niveau de la cavité pleurale. Donc, les signes d'appel, généralement, c'est des douleurs thoraciques et l'examen physique retrouve le syndrome pleural liquidien. Donc, on fait une radiologie, on observe donc une radiologie thoracique, on observe donc ce liquide pleural. Comment on va faire le prélèvement? Comme j'ai schématisé tout à l'heure, vous avez également les deux feuillets et vous avez ici le liquide pleural qui s'est accumulé. Ça veut dire que je dois utiliser une aiguille qui va aller tout droit vers la cavité pleurale. D'accord? Donc, c'est un trajet qui est perpendiculaire à la paroi thoracique afin de repérer immédiatement l'entrée de l'aiguille. On peut utiliser donc ce prélèvement avec un repérage échographique pour cibler directement la cavité pleurale. Donc, l'analyse, comment on va faire? Comme tout à l'heure, pour le LCR, on doit commencer toujours par l'aspect macroscopique. Donc, vous avez ici différents types de liquide pleural. Donc, un liquide citrin transparent, fréquent en cas de transsudat. Donc, si vous avez un transsudat, le liquide, il est citrin, il est transparent. Recording in progress. Par exemple, ce qui est représenté ici. Maintenant, si vous avez un liquide jaune foncé ou louche, retrouvé dans les exsudats. Donc, les exsudats, nous avons dit que c'est un processus inflammatoire et qui est riche en protéines. Donc, même dans la coloration, on va le voir. C'est une coloration jaune foncé. Maintenant, vous avez également un liquide séro-hémorragique d'aspect rosé et ne coagule pas, pardon. Comme vous voyez ici sur la présentation, la quatrième figure, donc vous avez un épanchement séro-hémorragique. On peut observer également un épanchement purulent. Le liquide prend l'aspect de pus franc. Et on peut observer également un épanchement laiteux, comme vous voyez ici sur la figure, pouvant s'observer en cas de chylothorax ou d'épanchement chiliforme. Donc, vous avez plusieurs aspects. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour ce prélèvement? Donc, vous avez eu un prélèvement d'épanchement pleural, vous avez observé sa couleur. Après, vous allez faire des examens biochimiques, vous allez entamer l'analyse. Qu'est-ce que vous allez faire pour ce prélèvement? Vous allez rechercher le taux de protéines. La première chose à faire, c'est rechercher le taux de protéines. Donc, vous allez faire quelle technique? Vous allez utiliser maintenant la technique au biurée. Pour le LCR, c'était la technique au rouge de pyrogalone. Ici, vous allez utiliser la technique au biurée. Et vous allez doser le taux de protéines dans le liquide pleural. Donc, s'il est supérieur à 20, c'est un exsudat. S'il est inférieur à 20, c'est un transsudat. On peut vous demander également, le médecin peut vous demander également, il ne faut pas vous étonner si vous voyez qu'un médecin vous demande de doser la LDH, qui est la lactate déshydrogénase, qu'on dose communément au niveau sanguin par la méthode enzymatique en UV. Et pourquoi? Parce que le médecin, il y a donc des critères de classification de l'exsudat. Donc, un liquide pleural est considéré comme exsudat selon les critères de Light. Ces critères, qu'est-ce qu'ils disent? C'est-à-dire, je vais prendre le taux de protéines que j'ai dosé sur le liquide pleural, je vais le diviser sur le taux de protéines au niveau sanguin, s'il est supérieur à 0,5. Donc, j'ai premièrement un premier critère. Deuxièmement, je vais doser la LDH au niveau du liquide, si elle est supérieure à 2000. Ou bien, si j'ai un rapport LDH pleural sur LDH sanguin supérieur à 0,6, là, je suis devant un phénomène exsudatif sûr. D'accord? Autre examen de seconde intention pour le liquide pleural, on peut vous demander également de déterminer le pH de ce liquide. Donc, le pH du liquide va orienter le médecin à demander à l'infirmier de réaliser un drainage pleural ou pas, c'est-à-dire enlever ce liquide de la plèvre.
Donc, lorsque vous faites le pH, lorsque le pH est inférieur à 7,20, le liquide, vous allez mesurer son pH. Lorsqu'il est inférieur à 7,20, cela prédit une évolution compliquée. Là, je dois indiquer un drainage, c'est-à-dire on doit enlever ce liquide. Maintenant, si le pH est supérieur à 7,30, le drainage pleural n'est pas indispensable, on doit juste surveiller le patient. D'accord? Le taux de glucose, généralement, il n'est pas demandé, il est inférieur à 0,6. Et vous avez également, dans le cadre de la recherche, on peut demander le dosage de l'acide hyaluronique. Donc, on a terminé par le liquide pleural. Donc, nous avons vu le liquide sanguin, donc le sang. Nous avons vu les urines. Nous avons vu le LCR. Nous avons parlé du liquide pleural. Maintenant, on va parler du liquide d'acide. Le liquide d'acide, c'est un épanchement liquidien intra-abdominal. Vous voyez ici sur la figure un abdomen gonflé. D'accord? C'est un épanchement liquidien intra-abdominal. C'est une accumulation de liquide sérofibrineux dans l'abdomen, plus précisément dans la cavité péritoniale. Souvent causé par quoi? Il est causé souvent par une cirrhose. Chez les patients qui présentent une cirrhose ou bien une insuffisance cardiaque ou bien un cancer. Donc, il est détectable cliniquement lorsque son volume atteint 2,5 litres. D'accord? Donc, ce sont des patients qui voient leur abdomen gonfler. Ils n'arrivent pas à un stade de douleur. Il n'y a pas de douleur, mais il y a donc un gonflement de l'abdomen. Même, il va y avoir donc une prise de poids et elle est fréquemment associée à un œdème des membres inférieurs. Donc, il va y avoir un gonflement des membres inférieurs et de l'abdomen et elle se voit cliniquement, c'est-à-dire qu'il va y avoir une pesanteur lorsqu'on arrive jusqu'à 2,5 litres. Donc, comme je viens de dire, les causes de cet acide, c'est soit donc une cirrhose, soit vous avez des cancers, par exemple les cancers et les métastases hépatiques, soit vous avez cardiaque dans l'insuffisance cardiaque ou bien des infections telles que la tuberculose ou autres pathologies. Donc, il existe plusieurs panoplies qui peuvent, donc vous avez également le cancer de l'ovaire également, qui peut être détecté suite à cette accumulation de liquide. Donc les signes, souvent précédés de douleurs, augmentation progressive du volume de l'abdomen, prise de poids considérable, sensation de plénitude, de ballonnement. Donc, il est associé également à une anorexie. Le patient perd le goût donc à l'alimentation, une dyspnée et également des œdèmes au niveau des membres inférieurs, comme je viens de le dire. D'accord? Donc, le diagnostic repose sur le taux de polynucléaire neutrophile qui est égal supérieur à 250 par millimètre cube. D'accord? Donc, vous avez également deux types d'acides, soit l'acide transudatif ou l'acide exsudatif. Comment on va faire le prélèvement? Donc, il y a ici, donc le prélèvement est très particulier. Il y a donc un angle à respecter pour le point de ponction selon donc l'ombilique et la rate. Donc, il va y avoir une mesure d'un angle de ponction. Donc, bien sûr, après, asepsie du milieu à ponctionner. Donc, l'aspect toujours, on commence toujours par l'aspect macroscopique. Le liquide jaune citron, fluide, ne coagule pas. Il peut être trouble lorsque vous êtes devant une infection, hémorragique en cas d'origine néoplasique, c'est-à-dire cancer, ou bien chileux en cas de compression du système lymphatique. D'accord? Donc, toujours, on commence pour les liquides, l'aspect macroscopique. Généralement, il est de type jaune citron. Il peut être trouble lorsque vous êtes hémorragique lorsqu'il y a une origine néoplasique ou chileux lorsque vous avez une compression du système lymphatique. Qu'est-ce qu'on fait faire le liquide d'acide? C'est le dosage des protéines. Comme je viens de le dire, il y a de l'acide transudatif et de l'acide
exsudatif, comme tout à l'heure. Exsudatif, inflammatoire, riche en protéines. Transsudatif, il n'est pas en protéines, il n'est pas inflammatoire. Donc, lorsque le taux des protéines, toujours on utilise le dosage des protéines par dosage urée, lorsqu'il est inférieur à 20 grammes par litre, c'est un transsudat. Lorsqu'il est supérieur à 30, exsudat. On peut également vous demander de réaliser le rapport albumine sur albumine. S'il est supérieur à 11, c'est une acide secondaire à une hypertension portale. S'il est inférieur à 11, c'est une tuberculose ou une cardiose. Donc, vous voyez que les différents, on demande plusieurs paramètres pour pouvoir nous orienter dans une pathologie bien précise. On peut vous demander également le dosage des triglycérides. D'accord? Et le médecin va déterminer est-ce qu'il s'agit d'une acide chileuse post-opératoire, c'est-à-dire que c'était un accident chirurgical, post-chirurgical, ou bien c'est un... D'accord? Donc, on peut vous demander également le dosage de l'amylase au niveau du liquide. Donc, le taux d'amylase du liquide sur le taux de l'amylase sérique, s'il est supérieur à 6, là, c'est en faveur d'une pancréatite, d'une origine pancréatique avec fistule pancréatique ou cancer. D'accord? Donc, c'est très important de rajouter ces paramètres parce que ça va aider le clinicien à établir son diagnostic. On peut vous demander également le dosage de la LDH. Donc, il est élevé lorsque vous avez un processus néoplasique et certaines études également parlent du dosage des marqueurs tumoraux CA125 par exemple, CA19,9 dans le liquide d'acide, mais on n'a pas beaucoup de recul, il n'y a pas de recommandation d'utilisation pour ces deux marqueurs. D'accord? Donc, première intention pour les liquides d'acide pleural et synoviales, c'est le dosage des protéines. Attention, c'est selon le médecin, il pense à quoi, il peut vous demander le dosage de l'albumine, des triglycérides et de l'amylase, la LDH, pour le prélèvement d'acide. D'accord? Donc, d'autres examens, donc c'est la bactériologie, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Toujours pour ces liquides, vous avez les 3 laboratoires qui sont concernés. Le dernier liquide qui nous reste, c'est le liquide articulaire. Donc, les surfaces articulaires sont, on l'appelle également le liquide synovial. Les surfaces articulaires, vous voyez ici, vous avez ici la capsule articulaire, vous voyez ici en gris. Là, vous avez le cartilage articulaire. Là, c'est la membrane synoviale. Et là, entre les deux, vous avez ce liquide synovial. Là, c'est le liquide synovial qui va s'accumuler entre les articulations. Donc, le liquide synovial est produit par la membrane synoviale. Elle est là, la membrane, c'est elle qui va produire ce liquide. Il est visqueux, il est transparent ou bien jaune pâle. Donc, quel est son rôle? Et donc là, il permet la lubrification des articulations, les échanges nutritifs, des cartilages articulaires qui ne possèdent pas d'irrigation vasculaire. Donc, la composition de ce liquide, il y a des protéines, entre 15 grammes de protéines. Il y a peu d'albumine, mais beaucoup plus de globuline. Il y a des enzymes, il y a des inhibiteurs de métalloprotéinase et vous avez des glucoprotéines et de l'acide hyaluronique. La composition en ions minéraux est voisine de celle du plasma. Donc, le taux de glucose représente 2/3 de celui du plasma. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour l'analyse de ce liquide synovial? Donc, c'est un examen clé pour la démarche diagnostique. Toujours 3 prélèvements, cytologie, bactériologie et la recherche des cristaux. Pour le liquide synovial, cependant, la biochimie présente peu d'intérêt. D'accord? Vous voyez, c'est la recherche des cristaux qui va nous déterminer le type de cristaux qui se sont accumulés. Donc, comment on va faire le prélèvement? La fonction est réalisée par un opérateur qui est entraîné parce qu'il faut directement cibler cette membrane au niveau de la membrane synoviale. Le recueil se fait sur les 3 tubes. Les autres anticoagulants peuvent créer des artefacts. L'idéal est un examen extemporané du liquide
au mieux dans les 6 heures. Donc, l'aspect toujours macroscopique, jaune citrin dans le cas des arthropathies dégénératives. Donc, vous voyez ici les différents types. Là, c'est l'arthrite. Là, vous avez donc l'arthrose. Vous voyez donc la dégradation et l'accumulation du liquide, la dégradation du cartilage. Donc, vous avez un aspect trouble et purulent dans les arthrites septiques. Le liquide synovial peut être sanglant dans les hémarthroses et dans la présence également de petites particules blanches dans la polyarthrite rhumatoïde. C'est-à-dire, vous allez prendre votre tube, vous allez voir des petites taches blanches à l'intérieur. Vous allez dire, ah, c'est quoi ces trucs et tout. Donc, c'est des particules blanches qui signifient la présence d'une polyarthrite rhumatoïde. Donc, vous voyez que déjà, dans l'aspect de votre liquide, vous pouvez aider votre médecin à établir un diagnostic. Donc, le liquide va être centrifugé, doit être examiné en lumière polarisée. Cet examen permet d'identifier la présence de cristaux. Donc, déterminer quel type de cristaux il y a au niveau de votre liquide. Les cristaux qu'on retrouve généralement, c'est les cristaux d'acide urique pour les patients qui présentent la maladie gouteuse, c'est-à-dire la goutte, du pyrophosphate de calcium pour la chondrocalcinose, du cholestérol généralement conséquence d'une inflammation prolongée et des cristaux d'hydroxyapatite. Ça veut dire déjà, si vous allez retrouver dans votre prélèvement le type de cristaux qui se sont accumulés au niveau du liquide, vous allez orienter le clinicien vers la pathologie de votre patient. Donc, les différents diagnostics qui peuvent être évoqués, donc vous avez les liquides inflammatoires ici. Si vous avez un liquide inflammatoire dans les arthrites, vous allez toujours déterminer l'aspect, il est jaune pâle, le taux de leucocytes entre 2000 et 5000 et la culture elle est négative. Vous voyez le taux de protéines entre 30 et 50. D'accord? Le taux de protéines augmenté. Par exemple, si vous avez un liquide mécanique, c'est-à-dire la présence d'une arthrose, dans la mécanique, l'aspect est toujours jaune et vous avez le polynucléaire entre 200 et 2000, ça veut dire que je n'ai pas un processus inflammatoire, contrairement à tout à l'heure, et le taux de protéines entre 10 à 30, parce que je n'ai pas un processus inflammatoire, donc c'est un transudat. Lorsque j'ai un liquide qui est infectieux dans les arthrites, ou bien donc vous avez un aspect purulent, ou bien un aspect hémorragique, vous voyez qu'il y a donc une différence au niveau des leucocytes. Les examens qui sont importants pour les liquides synoviales, c'est la couleur, les leucocytes, les protéines et les cristaux. Dans un laboratoire, on peut vous ramener également des tissus. Donc, des études biochimiques et anatomopathologiques peuvent être appréciées sur un échantillon tissulaire. On le sait dans les tissus. Mais au niveau de la biochimie, c'est rare qu'on reçoive un prélèvement tissulaire. Mais on peut en recevoir. Donc, les prélèvements peuvent être utilisés sous forme de fragments d'organes ou de coupes fines. Donc, c'est des petits fragments qui vont être acheminés au niveau du laboratoire et après, donc, ils vont être fragmentés pour être ultérieurement par des techniques spécifiques. Donc, la plus utilisée, c'est les services de gastrologie. Ils peuvent vous envoyer des fragments hépatiques dans la maladie de Wilson, qui est un déficit génétique de la celluloplasmie. On peut vous envoyer également des calculs rénaux dans des flacons. On peut vous envoyer des calculs rénaux. Les calculs rénaux ou des petits cailloux ou des cristaux composés soit d'oxalate de calcium, phosphate de calcium, d'acide urique, s'ils s'agglomèrent, prennent une consistance pierreuse avec le temps. Leur taille va varier de quelques millimètres, quelques centimètres de diamètre. Ils se forment au niveau de l'appareil urinaire et dans les reins. Souvent, ces lithiases, elles sont asymptomatiques.
d'accord? Tout dépend de leur taille et de leur localisation. Elles sont le résultat d'un désordre métabolique, la cristallisation des sels minéraux et d'acides en forte concentration dans le sang et ensuite dans les urines. Donc, ces calculs, donc les symptômes, comment on découvre qu'on a déjà, donc c'est des nausées, des vomissements, des brûlures vésiculaires, une colique néphritique, une polynéphrite, une pile bien du sang dans l'urine, parce que les protéines animales, une mauvaise assimilation, une consommation insuffisante de calcium, et bien sûr des facteurs infectieux. Donc, quels sont les différents types de calculs qu'on peut retrouver? Donc, il y a certains laboratoires de biochimie qui ont donc les réactifs adéquats pour réaliser l'analyse des calculs rénaux. Donc, vous avez la découverte de calculs oxalocalciques. Donc, près de 70% des calculs qui sont acheminés dans un laboratoire de biochimie, c'est de l'oxalocalcique, composé d'oxalate et de calcium. Vous avez également les calculs cystiniques. Ils sont dus à une maladie héréditaire appelée la cystinurie. Vous avez également des calculs phosphocalciques qui sont constitués de phosphate et de calcium. Ils sont souvent associés à d'autres constituants. Et vous avez également les calculs d'acide urique qui sont constitués le plus souvent d'acide urique anhydre, d'acide urique hydraté. La cause principale, c'est un désordre métabolique, l'obésité, l'anomalie lipidique, la goutte, etc. D'accord? Donc, vous avez une panoplie, plusieurs types de calculs rénaux. Chaque calcul, on va lui faire des examens biochimiques. Bien sûr, même le calcul, on doit réaliser un examen macroscopique pour visualiser sa forme, sa taille et sa couleur et la surface de ce calcul. Est-ce que c'est une surface lisse, rugueuse, etc. Donc, il y a un examen macroscopique à faire. Après l'examen macroscopique, on va réaliser l'examen biochimique. L'examen biochimique sur le calcul rénaux, c'est un examen qui se fait avec une trousse de réactifs adaptés à la recherche des calculs les plus retrouvés. C'est l'oxalocalcique, la cystinique, phosphocalcique et l'acide urique. Donc, je vais terminer ma présentation en résumant donc tout ce que je viens de dire dans ce petit tableau. Donc, pour les prélèvements des différents milieux biologiques, qu'est-ce qu'on va faire en première intention dans un laboratoire de biochimie? Donc, les prélèvements sanguins, j'ai 3 types de prélèvements sanguins: veineux, capillaires, artériels. Sur le veineux, je peux doser tous les bilans biochimiques, la plupart, on va dire, des bilans biochimiques: rénal, hépatique, lipidique, hormonal, marqueurs cardiaques, marqueurs tumoraux, d'accord? Tous les bilans biochimiques. Au niveau des capillaires, on peut doser le glucose, la bilirubine et le dépistage des pathologies néonatales telles que l'hypothyroïdie congénitale en dosant la TSH et la PCU, la phénylcétonurie, en dosant la phénylalanine. Pour le prélèvement artériel, il est destiné pour la gazométrie, pour déterminer les paramètres de la gazométrie. Maintenant, pour autre prélèvement qui est le LCR, pour le LCR, on va rechercher en première intention 2 paramètres: la glucorachie et la protéinorachie. La glucorachie, elle est en relation, donc son taux normal, il est en relation avec le taux de la glycémie sanguine. Et vous avez la protéinorachie. Pour le dosage de la protéinorachie au niveau du LCR, on a besoin de la technique rouge de pyrrolgalol. C'est la même technique qui sera utilisée pour le prélèvement urinaire, d'accord? Pour le prélèvement urinaire, on recommande généralement les urines de 24 heures et on peut faire plusieurs paramètres: ionogramme, protéinurie, microalbuminurie, etc.
D'accord? Pour les liquides de ponction, nous avons vu les différents liquides de ponction, liquide de pleural, synovial et synovial et le liquide d'acide. La première chose à faire pour ces liquides, après bien sûr l'aspect macroscopique, j'en parle pas, l'aspect macroscopique, il est primordial. Après l'aspect microscopique, qu'est-ce que je vais rechercher? Je vais rechercher le taux de protéines. Pourquoi? Pour savoir est-ce que c'est un transsudat ou c'est un exsudat. Transsudat, ce n'est pas inflammatoire, il est pauvre en protéines. Exsudat, c'est un excès de protéines, c'est un processus inflammatoire. Après ces examens de première intention, il y a des examens de deuxième intention, qui est par exemple le pH, la LDH, l'amylase, d'accord? Donc, il y a des examens de deuxième intention qui peuvent orienter le clinicien pour établir son diagnostic. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vais répondre, si possible, au maximum de questions. Donc, je vais revenir un petit peu en arrière. C'était les questions de la première présentation. Je vois que les questions portent sur la première présentation. Est-ce que vous avez pour la prime de contagion, ça ne relève pas de mes capacités pour vous répondre sur ce droit. Est-ce que vous avez des questions sur la deuxième présentation? Les biologistes ne sont pas couverts par la loi parce que le prélèvement sanguin n'est pas permis. Oui, le biologiste n'a pas le droit de faire le prélèvement, c'est assez sûr. Mais les accidents exposants au sang, c'est au niveau du laboratoire, au niveau de la paillasse. Donc, l'exposition du laborantin au sang, piqûre d'aiguille. Donc, si vous allez dire à votre médecin de travail que vous êtes piqué par une aiguille alors que vous n'êtes pas censé faire le prélèvement, il ne va pas vous couvrir. Je parle des accidents exposants au sang lorsqu'il y a une projection au niveau de votre milieu de travail, c'est-à-dire au niveau de vos fonctions. Vous n'êtes pas censé faire les prélèvements. Vous êtes des biologistes, vous n'êtes pas censé. Les gants me font des allergies. Donc, il faut pas travailler dans un centre hospitalier.
fournissant des gants comme moyen de notre niveau. Donc, je vois qu'il n'y a pas de questions sur la deuxième présentation. Document de cette formation, vous allez avoir le document. Quand vous allez avoir le document, juste les biologistes, je pose ma question par rapport au deuxième thème. On est tous des scientifiques, on doit s'apprendre un peu de sur les prélèvements qui sont pas parmi les tâches. Le thème explique bien la biochimie des liquides biologiques qui n'ont pas le prélèvement. Comme je l'ai déjà fait dans la formation précédente, les conditions préanalytiques du prélèvement sont très importantes. Donc, il ne faut pas penser uniquement à votre avis. Vous êtes certes, mais vous êtes responsable de votre paillasse. Vous êtes responsable du prélèvement que vous êtes en train de faire. Si vous parlez de l'aspect macroscopique et vous ne connaissez pas d'où vient le liquide, excusez-moi, vous n'êtes pas des biologistes. D'accord? Un biologiste doit connaître l'ordre d'acheminement de ce prélèvement, comment il a été fait et c'est quoi ce liquide. D'accord? Donc, si vous êtes devant un liquide qui est citrin ou noirâtre, vous allez dire, ah, je ne le prélèvement. Non, vous êtes biologiste, vous savez d'où vient ce prélèvement et comment il a été fait et quel sera son résultat. D'accord? Vous êtes biologiste, il faut commencer du moment où le prélèvement a été fait jusqu'au résultat. D'accord? Vous n'êtes pas une machine, vous êtes des personnes. Il faut connaître les conditions préanalytiques. Donc, je recherche des questions. Là, c'est juste pour les présentations. Vous allez recevoir le document. Donc, pour la LDH, j'ai dit tout à l'heure que pour la LDH, on peut vous demander le dosage de la LDH dans les liquides biologiques parce que il y a des critères de classification des exudats lorsque vous avez par exemple un taux de protéines qui est un taux de protéines qui vous dit pas direct, par exemple, vous avez un taux de protéines de 29, 25. Vous ne pouvez pas trancher directement à ce que réellement c'est un exudat ou c'est un transsudat. D'accord? Donc, le médecin va vous demander le dosage de la LDH, aussi bien au niveau de votre liquide qu'au niveau sanguin, et il va donc déterminer le rapport. Si le rapport est supérieur à 6, là, donc, il va dire qu'il confirme donc, le caractère exudatif de votre liquide. Donc, une formation continue, c'est pour vous former du mieux qu'on peut. Donc, c'est pour vous apporter des nouveautés théoriques, mais également des nouveautés pratiques. D'accord? C'est pas parce que vous êtes branché dans un appareil que vous ne pouvez pas réfléchir d'où est venu ce prélèvement, comment il a été fait et quel sera son devenir et quel est le diagnostic qui a été évoqué. D'accord? Vous n'êtes pas des machines, vous êtes des biologistes et vous êtes censé connaître tous les moyens de protection, tous les moyens de prévention, vos droits, mais également votre obligation, c'est de connaître les moyens
préanalytique de chaque prélèvement. Est-ce qu'on peut utiliser la même réaction de dosage de protéines sériques pour doser la protéine Orashi? Non, on ne peut pas doser la protéine, utiliser la même technique de dosage des protéines sériques avec la protéine Orashi ou la protéine URI. Pourquoi? Parce que la technique utilisée pour le dosage des protéines sériques, c'est la technique au biurée. C'est une technique qui est sensible à partir de 10 grammes par litre, c'est-à-dire qu'elle va vous détecter le taux de protéines lorsqu'il est supérieur à 10 grammes par litre jusqu'à, on va dire, 150 grammes par litre. Et dans la protéine Orashi et dans la protéine URI, vous allez avoir des quantités de 0, d'accord? Donc en protéine URI, c'est des milligrammes par litre. Et dans la protéine Orashi, c'est entre 0,15 à 0,45 grammes par litre. Donc si vous allez utiliser la technique au biurée, elle commence à partir déjà de 10 grammes. Donc, elle ne peut pas vous détecter les petites quantités. C'est pour ça qu'on utilise la technique au rouge de pyrogalol qui, elle est destinée pour le dosage des petites concentrations en milligrammes par litre. Bien. Donc, quels sont les paramètres biochimiques à doser au niveau du liquide, au niveau des ovaires? Est-ce que ça existe? Non, ce n'est pas un liquide au niveau des ovaires. C'est le liquide, donc il va s'accumuler au niveau. Donc, c'est un épanchement. Donc, c'est l'acide. Donc, c'est ce qu'on appelle l'acide qui est dû généralement lorsque vous avez un cancer de l'ovaire. Vous allez avoir cette accumulation de liquide. C'est la même chose, c'est au niveau de l'acide. Donc, il va y avoir une ponction au niveau de cet acide et ils vont faire donc la recherche, premièrement macroscopique, et la recherche des protéines pour déterminer est-ce que c'est un transsudat ou un exsudat. Un transsudat, c'est un processus non inflammatoire. Un exsudat, c'est un processus inflammatoire. Dans les liquides pleurales pour les valeurs entre 20 et 30. Donc, j'ai dit tout à l'heure. Donc, le dosage des protéines dans les liquides pleurales pour les valeurs entre 20 et 30. Donc, lorsque vous êtes dans une valeur critique entre 20 et 30, vous ne pouvez pas trancher est-ce que c'est un transsudat et exsudat. Vous allez observer l'aspect macroscopique également. Est-ce que il est beaucoup plus purulent ou il est d'aspect normal? Et vous allez, le médecin peut vous demander de doser d'autres paramètres, par exemple la LDH, pour déterminer, pour avoir au moins 2 à 3 critères qui vont vous orienter vers un transsudat ou un exsudat. Est-ce qu'on peut faire des chimies d'urine spontanée n'est pas de 8 heures? Je n'ai pas compris votre question, Galaxy 21. Prélèvement, oui, le prélèvement jugulaire également dans les cas extrêmes. La LDH est déjà répandue. Parce que les ions n'ont rien à voir dans le dosage. Voilà la distribution de la réponse. Non, les biologistes ne sont pas habilités à faire des prélèvements, quel que soit le prélèvement, sanguin ou LCR ou autre. Vous n'êtes pas protégé par la loi. Les réactifs et la glycorachie et l'albuminorachie sont-ils les mêmes réactifs que la glycémie et l'albumine? Oui. Pour ce qui est de la glycorachie et l'albuminorachie, c'est les mêmes réactifs utilisés pour le prélèvement sanguin. Pour le stockage des prélèvements en cas de besoin, donc ils sont stables pendant 3 jours à plus 4 degrés.
Quels sont les paramètres biochimiques analysés dans le liquide au niveau des ovaires? Déjà fait. Il y a des praticiens divisent la quantité de LCR en 3 tubes. Est-ce que c'est normal ou obligatoire de séparer immédiatement pour éviter la contamination? Normalement, donc, au niveau du prélèvement, on sépare pas, on fait directement le prélèvement sur 3 tubes parce qu'il y a un risque de contamination si vous transvasez la quantité d'un tube à un autre. Par quel tube on remplace? Tube à fluorure d'oxalate si on manque pour analyse du taux. Il n'y a pas un autre tube. Le fluorure d'oxalate, c'est un anticoagulant qui inhibe la glycolyse, donc les phénomènes de glycolyse. C'est un inhibiteur glycolytique qui va empêcher les globules rouges de consommer votre glucose. Les réactifs, glycorachie, albuminorachie, oui, c'est les mêmes. Pourquoi on respecte de remplir? Donc, pourquoi respecter de remplir les tubes par ordre? Donc, je l'ai dit, on défait cette formation sur préanalytique parce que les anticoagulants, si vous avez une gouttelette de l'anticoagulant qui s'est fixée sur sur la tubulure de l'épicrânienne, elle va fausser, elle va contaminer le son que vous allez mettre sur l'autre tube et ça va chélater ou libérer des ions ou des cations. D'accord? La différence entre albuminorachie et protéinorachie, donc il n'y a pas réellement une différence en termes de quantité. Donc, généralement, donc, on dose la protéinorachie parce que, donc, comme je l'ai dit, au niveau du LCR, vous avez donc peu d'albumine que de protéines. Donc, on préfère doser directement la protéinorachie au lieu de doser l'albuminorachie. Y a-t-il un intérêt de dosage du chlore dans le LCR? Oui, oui, exactement. Il y a un intérêt du dosage du chlore au niveau du LCR. Les réactifs du glycorachie, c'est les mêmes. Le prélèvement du gaz du sang est-il par le médecin ou par le paramédical? Donc, le prélèvement du gaz du sang est réalisé par il peut être réalisé par un paramédical, mais également paramédical, mais généralement, c'est le paramédical qui le fait. Les réactifs de la glycorachie, c'est la même. C'est la même. Oui. D'accord. Non, même si vous recevez des avertissements, vous n'êtes pas couvert par la loi. Il faut avoir un papier en médecine de travail qui vous protège si réellement il vous oblige à faire le prélèvement. Le LCR, tu n'as pas parlé d'examen microscopique. Donc, je n'ai pas parlé de l'examen microscopique qui compte donc les globules blancs. Si vous voyez, donc le titre, c'est l'étude biochimique. D'accord? Donc, mais j'ai mis dans la planche que vous avez les 3 tubes, donc c'est le prélèvement cytologique et bactériologique. Vous avez un taux de polynucléaire, des leucocytes, il ne faudra pas donc, dépasser par chance, sinon ça va vous orienter vers un processus inflammatoire et déterminer s'il y a réellement une méningite. Analyse chimique urinaire. Existe-t-il une différence en analyse de chimie urine entre un prélèvement urinaire de 24 heures et celle matinale? Donc, pour les urines de 24 heures, généralement pour la chimie des urines, on préconise donc les urines du matin pour réaliser cette chimie des urines. Maintenant, si vous allez faire une panoplie d'examens après, donc il faudra les urines de 24 heures. D'accord? Si vous allez faire uniquement une chimie des urines, vous pouvez faire un prélèvement matinal et déterminer cette chimie des urines parce qu'elle va uniquement vous orienter. C'est un examen qualitatif et non pas quantitatif. Donc, pour valider le résultat en l'absence de sérum de contrôle, donc nous l'avons vu la dernière fois, on ne valide jamais un résultat sans sérum de contrôle, jamais. Partager les présentations, elles seront partagées.
la source du liquide acide est toujours les cellules tumorales. Non, pas toujours cellules tumorales. Protéger en cas de faire de prélèvement. Donc, non, le laboratoire n'est pas protégé. Le laboratoire n'est pas protégé parce que vous n'êtes pas censé faire le prélèvement. Très bien. Donc, votre collègue, il pose la question, est-ce qu'on peut réaliser la microalbuminurie sur les urines de miction? Si oui, y a-t-il une différence avec celle réalisée dans les urines de 24 heures? Donc oui, on peut faire le dosage de la microalbuminurie sur les urines du matin, les urines du matin. On peut également le réaliser sur les urines de 24 heures. Donc, dans la différence, on va dire que le dosage de la microalbe sur les urines du matin, on va l'exprimer en milligrammes de microalbe par gramme de créatinine. D'accord? Si c'est les urines de 24 heures, on peut exprimer en milligrammes par diurèse, par 24 heures. Cependant, ce qui est préconisé dans les différents travaux, c'est de travailler en grammes de créatinine, que ce soit pour les urines pour la microalgue que pour la protéinurie. Pourquoi? Parce que la concentration de la créatinurie, elle est stable, que ce soit sur les urines du matin ou sur les urines de 24 heures. Cependant, pour ce qui est de la diurèse, il va y avoir un problème au niveau de la récolte. Est-ce que réellement votre patient a bien compris comment récolter les urines de 24 heures? Est-ce que réellement votre patient est resté 24 heures à la maison et à chaque fois, lorsqu'il va uriner, il va récolter les urines de 24 heures? Est-ce qu'il n'a pas oublié à un moment de ne pas mettre les urines dans la bouteille, d'accord? Donc, dans les urines de 24 heures, vous avez des erreurs d'interprétation. Donc, il est beaucoup plus préconisé d'exprimer le dosage de la microalbuminurie, de la protéinurie, de différents paramètres qu'on dose au niveau des urines par gramme de créatinine. Ça veut dire qu'il va y avoir pas une différence diagnostique, mais il va y avoir une différence dans la valeur normale d'interprétation. Quels sont les moyens? Donc, les moyens de conservation, nous avons fait toute une présentation sur les moyens de conservation, les moyens de transport. Diffèrent des liquides le même que le sang. Les différents liquides. Donc, par les différents liquides, c'est différent, oui. Parce que dans les liquides, vous avez toujours on va dire, des symboles. Dans les liquides, vous avez des symboles. Et donc, c'est différent, ce n'est pas la même présentation. Donc, vous avez des symboles et chaque symbole va vous indiquer le risque de projection, le risque de brûlure, le risque, d'accord? Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Y a-t-il d'autres questions? Termine. Très bien, il n'y a plus de questions. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions.